la séance du conseil municipal du 9 février. Donc, j'ai procédé d'abord à l'appel pour constater le quorum. Alain Dozias, présent. Rémi Godard. Présent. Marie-Vonne Maignan. Présent. Julien Seyé. Présent. Frédéric Doisy. Présent. Benoît Baudry. Amélie Ménard. Régis Prudhomme. Bénédicte Payne. Jean-Philippe Repers. Eliane Fouché. Philippe Estrade. Nathalie Santon-Ardouin. Absent. Katia Breton-Cuot. Christophe Loquet. Absent. Armel Genon. Présent. Cédric Machefer. Delphine Richard. Aurélie Chausse-Pied. Amandine Raymond. Absente. Stéphanie Allais. Présente. Séverine Marquis. Absente. Ludovic Morin. Absent. Olivier Pinon. Absent. Thomas Grippon. Présent. Nelly Breton. Présent. Claudette Turc. Jean-Michel Minot. Thierry Belmont. Didier Leget. Guillemot Audrey, absente et représenté par vous. Jean-François Chandelille. Et Sonia Landmen, présent. Alors, Ludovic Morin est arrivé. Voilà. Il n'y en a pas d'autres qui sont arrivés. En procuration, j'ai 2 procurations pour M. Chandelille et puis Mme Guillemot, c'est tout. Voilà, donc la séance peut commencer. Donc, désignation d'un secrétaire de séance, donc c'est M. Rémi Godard, le secrétaire de séance pour cette séance-là. Voilà. Et ensuite, donc, j'attaque l'ordre du jour de notre séance du conseil municipal du 9 février. Alors, la première information, c'est l'installation de Mme Sonia Landmen suite à la démission de Mme Ingrid Lerouge-Sylvestre, qui a démissionné. Et donc, comme vous le savez, c'est le suivant de la liste qui prend la place. Mme Landmen a donc accepté d'être au conseil municipal. Je la remercie et je la félicite de nous retrouver dans nos travaux communs pour la commune. Merci beaucoup. Madame donc Sonia Landmen est installée. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 décembre. Est-ce qu'il y a des observations? Oui. Oui, c'est Monsieur Belmont. Thierry Belmont. Donc une observation, c'est parce que dans le compte-rendu, il est bien noté que lors du rapport social unique, on avait posé la question concernant l'organigramme de la commune, comme quoi l'organigramme existait. La réponse avait été faite pour dire que la majorité l'avait reçu la semaine d'avant et nous ne l'avons toujours pas reçu. Voilà, donc si on pouvait l'avoir dès que c'est possible, ce serait parfait. Merci. Oui, c'est une erreur. Enfin, Je pensais l'avoir envoyé à l'ensemble de la majorité, à l'ensemble du conseil, visiblement non. Donc je vais, dès demain matin, vous l'envoyer. Je suis désolé. C'est l'organigramme. J'ai une information dont je voulais vous faire part, que j'ai zappé parce qu'elle n'est pas dans l'emploi. J'ai eu la démission de Mme Chausse-Pied de sa délégation liée à l'égalité homme-femme et aux droits des femmes.
Donc elle a démissionné de cette délégation, elle me l'avait écrit. Voilà, je voulais bien vous donner cette information-là. Monsieur le maire. Je vais faire, je n'ai pas fait, mais voilà. Maintenant. Oui, monsieur Minot. Oui, monsieur Minot. On peut savoir pour quelle raison Madame Chauspire a Non, démissionné? je ne sais pas. Je ne saurais pas. Non? Non. Voilà. Je reviens sur le PV, excusez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Bon, je sais pas. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, le PV est adopté à l'unanimité. Alors, toujours dans le cadre des modifications suite à la démission de Mme Ingrid Lerouge-Sylvestre, elle était dans une commission qui s'appelle Cohésion et Solidarité, Cohésion sociale et solidarité. Et donc, je propose que Mme Sonia Landmen la remplace là où était Mme Ingrid Lerouge dans cette commission. Donc, il faut voter là. Donc, je rappelle la liste. Donc, la liste est composée de Mme Frédéric Doisy, d'Aurélie Chauspierre, de Sonia Landmen, Philippe Estras, Stéphanie Allais, Jean-François Chandelille et Mme Claudette Turc. Voilà la liste de la commission. Donc, Mme Sonia Landmen remplace Mme Ingrid Lerouge-Sylvestre. C'est bon? Qui vote? Alors, qui vote contre? Abstention? À l'unanimité, donc Mme Sonia Landmen remplace Mme Ingrid Lerouge à la commission Cohésion sociale et solidarité. Donc, alors, le point suivant, c'est le changement exceptionnel du lieu de réunion du conseil municipal pour l'installation du conseil municipal suite aux élections. Vous le savez, quand il y a les élections, la suite dans les 5 jours, entre le vendredi et le dimanche, il y a donc l'installation du conseil municipal. Et en général, il y a du monde. Donc ça ne pourra pas se faire ici si on veut que tout le monde entre. Donc ce qui vous est proposé, c'est exceptionnellement de déplacer le conseil municipal, son lieu habituel de la mairie, au hall, pour que le plus grand nombre d'habitants, ceux qui le souhaitent, puissent venir un de ces 3 jours-là pour participer donc à l'élection du maire et aux adjoints. Alors il y a 2 dates, s'il n'y a qu'un tour, c'est le 22 mars donc, et puis s'il y a 2 tours, ce serait le 29, enfin aux alentours, parce que c'est entre le vendredi, alors c'est entre le 20 et le 22, ou soit entre le 27 et le 29. Donc entre le 20 et le 22, ce serait au hall. Les halles étant prises entre le 27 et le 29, ce serait à la salle Plantagenet. Est-ce qu'il y a des observations? Et après, le conseil municipal, il revient ici, je veux dire, sauf à ce que le futur conseil municipal déchange de son lieu. Mais moi, ce que je vous propose, parce que j'ai déjà eu la remarque déjà, qu'on ne peut pas mettre 100 personnes ici, et bon, je ne sais pas combien on sera, mais il devrait y avoir beaucoup de monde à cette occasion-là de l'élection du maire et de ses adjoints. Je procède au vote. Qui vote contre? Abstention? Ok, donc tout le monde est pour ce déplacement exceptionnel du conseil municipal dans les salles des Halles ou Plantagenet. On va passer donc au débat sur les orientations budgétaires. C'est Rémi Godard qui va nous présenter le rapport qui permettra de faire ce débat. Merci beaucoup. Donc c'est notre 3e rapport d'orientation budgétaire. Donc la loi administration territoriale, l'ATR, du 6 février 1992 impose la tenue d'un débat d'orientation budgétaire aux communes de plus de 3500 habitants. C'est notre cas. En complément, la loi NOTRe a voulu accentuer l'information des conseillers municipaux. Donc le débat d'orientation budgétaire s'effectue sur le rapport d'un rapport sur les orientations budgétaires qui comporte les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement comme en investissement.
les engagements pluriannuels envisagés, l'évolution des taux de la fiscalité locale, la structure et la gestion de la dette. Plus récemment, en 2016, comment ça se fait que ce truc-là, il vient m'embêter, hop, voilà, je vous prie de m'excuser. En 2016, le décret précise les modalités de publication et de transmission du ROB. Transmission au préfet de rattachement, mise à disposition du public dans les 15 jours suivant son examen en conseil municipal. Le DOB a pour objectif de renforcer la démocratie participative en instaurant une discussion au sein de l'Assemblée délibérante, qui est là ce soir, sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité. C'est un outil pédagogique. Il contribue à améliorer l'information transmise à l'Assemblée, aux citoyens, et permet de déterminer les principaux éléments du projet de budget pour l'avenir à venir. Enfin, le débat et le rapport d'orientation budgétaire ne revêtent pas de caractère décisionnel. Le conseil municipal donne acte de la tenue du débat sous la forme d'une délibération spécifique, ce qu'on va vous proposer dans quelques instants. Dans le cadre du référentiel budgétaire et comptable M57, le rapport d'orientation budgétaire doit être communiqué aux membres du conseil municipal ou communautaire au vu du débat d'orientation au minimum 5 jours avant la réunion, au cours de laquelle le débat est inscrit à l'ordre du jour. C'est ce que vous avez eu sur vos ordinateurs. L'entité doit tenir son débat d'orientation budgétaire dans un délai de 10 semaines au maximum avant l'examen du budget. L'article L5217-10-4 du CGCT. Pour le budget primitif, le même article du CGCT précise que le projet de budget de la commune est préparé et présenté par le maire, qui est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal avec les rapports correspondants 12 jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen du dit budget. Cette exigence s'impose chaque année lors du budget. Voilà. Donc vous avez reçu donc ce rapport d'orientation budgétaire, hein, c'est le document qui est affiché avec vous. Alors, pour vous dire plusieurs petites choses avant de commencer à regarder ce pavé qui comporte 56 pages, je crois, 55 pages, mais on connaît bien les chiffres maintenant. Vous dire deux choses. La première, c'est que l'année 2025 a été une année particulièrement compliquée en termes de budget. Nous avons des alternoiements entre le départ de Toile de Graine, pas le départ de Toile de Graine, ça a compliqué les choses. Que la directrice financière a été est toujours malheureusement absente pour maladie, et que ça nous a compliqué la vie pour travailler, et que nous avons fait appel à une société qui s'appelle BNJ Ingénierie pour nous aider, car nous n'avions pas la capacité de pouvoir le faire en interne avec les agents actuels. Donc BNJ Ingénierie, c'est nouveau, hein, c'est une société qui est du côté de Montpellier. Toulouse. C'est dans l'Est. Bon, je croyais que c'était Montpellier, mais bon, c'est dans l'Est de la France. Bon, depuis le début, je pense que c'est du côté de Toulouse. Moi. Bon, c'est pas au même endroit. C'est moins sympa. Enfin, ça dépend des goûts. Et donc, nous allons pouvoir évoquer ce document. Si on devait retenir qu'une chose, on regarderait les pages 38 et 51, qui sont les pages qui permettent tout de suite de connaître la situation financière de la collectivité. Mais on va d'abord regarder un peu les éléments. Alors, d'abord vous dire que le contexte juridique et macroéconomique concernant la situation du PIB, par exemple, pour la France, on a fait plus 0,7% en 2025 et il est attendu plus 0,9% en 2026, donc un PIB qui va augmenter. Il est regardé avec l'Union européenne, en comparaison avec l'Union européenne, puisque il est en 2025 comme en 2026 prévu à 1,4%. Ensuite, les taux d'inflation. L'inflation qui a été forte ces dernières années
a fortement ralenti. Elle a été calculée en France au taux de 1% pour 2025. Elle devrait remonter à 1,3 en 2026. Donc on se servira de ce document tout à l'heure pour cet élément tout à l'heure pour déterminer quelles seraient les revalorisations de l'État sur le sujet. Ensuite, nous avons bon, ça c'est pour la France. Pour la zone euro, on est à 2,1 en 2025, donc la France s'est bien comportée, puis 1,9 en 2026. C'est la prévision. Voilà les éléments. Ensuite, on a le taux de chômage, les évolutions de l'emploi. C'est des choses qui seront à confirmer ou pas, mais ça nous concerne un tout petit peu moins concernant le budget. Ensuite, vous avez page 6. Vous avez toujours le document. Quand vous avez un doute, quand vous regardez un budget, vous regardez page 6, c'est le fonctionnement et l'investissement par chapitre. On a essayé de faire une sorte de nomenclature pour que vous puissiez regarder à quoi correspond tel ou tel article, tel ou quel chapitre comptable. Donc, vous pourrez regarder. Page 7, nous avons l'évolution des taux. Alors, je dois vous dire que le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter la part communale des impôts, maintenant les taux strictement identiques à ceux de 2025. Et le budget, tel que nous l'avons calculé avec une augmentation de l'État de 0%, c'est-à-dire à taux égal. Donc ça ne sera sans doute pas 0%, je pense que la partie de l'État va augmenter, soit au niveau de l'inflation, 1%, peut-être 0,50, peut-être 0,80, mais par principe et par sécurité, j'ai fait calculer le projet de budget à 0%. Donc ça veut dire que s'il y avait une revalorisation de l'État, eh bien, il faudrait, dans une décision modificative, ajouter des recettes supplémentaires, ce que le nouvel exécutif ne manquera pas de faire quand il sera élu. Donc les taux pour 2026 sont sur la taxe foncière bâti à 53,38, sur le non bâti à 47,32 et sur la taxe d'habitation à 14,89. C'est les mêmes taux que depuis 2023, donc 2023, 2024, 2025, 2026. Les taux sont restés les mêmes. Et si on regarde, on voit qu'en moyenne nationale, vous avez la moyenne régionale et la moyenne départementale sur les communes de même strate. Vous pouvez comparer. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous payons à Beaufort 64 € supplémentaires par rapport aux strates des communes de même strate. 547 pour Beaufort, 611 € pour les communes de même catégorie que la nôtre. Voilà. Alors ensuite, nous avons vous trouverez toutes les dotations de toutes les recettes, les concours de l'État, les dotations des contributions directes, la dotation globale de fonctionnement. En page 10, par exemple. Donc peut-être faire un petit focus. La commune, en 2020, touchait 168 € par habitant, pour 120 € dans les communes de même strate. Elle touche aujourd'hui 164 €, c'est-à-dire moins qu'en 2020, moins 4 €. Donc ça veut dire que notre population diminue. Et les communes de même strate, elles, augmentent de 10 €. Même si elles ne rejoignent pas. Vous voyez, il faut qu'on fasse attention à la baisse des habitants. Il ne faut pas que ça soit notre commune, il faut qu'elle reste une commune raisonnable en termes d'habitants, mais il ne faut pas qu'on perde trop d'habitants, parce que les dotations, elles, s'en ressentent fortement. Voilà. Alors ensuite, vous avez le fonds de péréquation, qui est le même depuis longtemps, 218 966 €. Voilà. Sur la dette et le financement de la dette. Alors, vous avez notre tableau que vous connaissez maintenant particulièrement, toujours classé de la même façon. La piscine, la gendarmerie, les autres emprunts. D'abord les taux révisables, puis les taux fixes. Je pense que j'ai une question.
C'est Didier Leger. C'est pas une question, c'est une remarque, parce que là, on a passé, on passe vite, mais dans le document qu'on nous a envoyé, donc sur la page 12, on a la page juste d'avant. Alors c'est bien, on nous a mis des histogrammes, des courbes, des choses, mais par contre, d'en mettre 3 par page qui sont complètement illisibles, parce que j'ai même essayé de les grossir sur l'ordinateur, on n'y voit rien. C'est normal parce que c'est pas fait pour ça. C'est juste une présentation. C'est juste une présentation. Il n'y a rien à lire sur ce document. C'est juste une façon de présenter le document. D'accord. Bon, bah voilà, parce que du coup, on a essayé de les lire et on le retrouve à 3-4 endroits. Impossible. Et c'est impossible à lire. Impossible, je confirme. C'est simplement une présentation. La présentation de BG Engineering, bon, voilà, ils mettent des histogrammes comme ça. Bon, on pourrait leur demander de l'enlever, puisque ça fait une confusion, mais... Bah oui, ouais, du coup, ça crée une confusion parce qu'on essaye de lire, on essaye de voir. Il n'y a rien à lire. Ok. Voilà. Donc, nous avons ensuite, le tableau, donc, comme je vous le précisais, avec l'ensemble des prêts de la collectivité. Donc, nous paierons cette année, en 2026, capital et intérêt, 1 447 399 euros, 0,4, si ma vue est bonne. Voilà, donc capital et intérêt. Nous devrons ajouter à un moment ou à un autre, et ça commence dès l'année 2026, Montbaume, avec 95 000 euros qu'on va payer pour 2026 puis 2027, puis ensuite une somme plus importante encore sur 13 ans. La personne qui me remplacera devra imaginer, j'imagine, de pouvoir ajouter cette somme dans les emprunts. C'est comme pour la gendarmerie, c'est la même logique. Quand on emprunte sur 13 années à une société externe, que ce soit dans le cadre d'une ESCI ou à Alter, sur 13 ans des sommes importantes, 3 millions d'euros, je pense que ça vaut le coup de le mettre dans les emprunts pour en tous les cas, voir que la dette, elle existe et qu'il faut la gérer. Qu'elle existe, c'est pas très grave, mais qu'il faille la gérer. 2 petites choses à regarder. En 2026, nous aurons 125 000 euros de tombée d'emprunt. C'est une bonne nouvelle. Et en 2027, nous aurons 172 000 euros de tombée d'emprunt. Ce qui est noté dans le PPI. Mais à côté de ça, nous aurons Montbaume qui viendra remplacer une partie de ces sommes-là. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la lecture. Une autre lecture également, c'est peut-être de vous dire que le taux du livret A vient de baisser de 1,70 à 1,50, et quand on regarde la page suivante, on voit qu'on a une dette de 10 441 000 euros, 764, donc une dette importante. En partie, alors sur la fixe, on est à 6 627 000 et en révisable, 3 814 000. Donc toute la partie fixe est souvent annexée. Alors il y a du fixe sans annexion. Par contre, on a du fixe qui est annexé au taux du livret A. Donc quand le taux du livret A baisse, notre charge d'intérêt baisse. Quand elle monte, c'est l'inverse. Le taux, ça augmente le taux et donc on a plus d'intérêt à payer. Donc voilà. Bon, le taux du livret A est un taux relativement stable, qui bouge peu et qui est extrêmement sécurisant. Donc voilà quelque chose. Pour vous dire également que, toujours page 14, donc sur les 10 441 764 euros, donc vous avez la piscine pour 1,6 million et la gendarmerie pour 2 706 000. Voilà. Ce prêt de la gendarmerie se termine en 2034. Comme je l'ai annoncé plusieurs fois dans ce conseil municipal, et dans le cadre des travaux que nous avons menés tout au long de cette mandature, sur la renégociation de la dette, j'ai obtenu courant décembre que le Crédit Foncier veuille bien nous faire une proposition pour réaménager ces 2 700 000 euros en allongeant la durée de 5 ou 8 années. Ils nous ont fait des propositions à taux fixe et des propositions à taux variable. Ces propositions, elles ont été vues lors de la commission finances et on a décidé d'un commun accord que
ça ne serait pas cet exécutif-là qui prendrait la décision de réaménager le prêt ou pas, mais que le prochain conseil municipal, pas forcément le prochain en date, mais l'entité suivante devra décider si oui ou non il décide de réaménager le prêt, c'est-à-dire de l'allonger, de payer un peu plus d'intérêt, mais d'avoir moins d'annuités pour pouvoir avoir une souplesse, pour pouvoir travailler des dossiers qui sont importants comme la rénovation des trottoirs, des routes, des projets divers et variés, le 3 CTZM, il y en a beaucoup de projets, hein, l'école bien sûr, les travaux divers et variés dans les halles à refaire, enfin il y a beaucoup de chantiers. Pour moi c'est une évidence, mais ça ne sera pas à cet exécutif-là de le décider visiblement, donc le prochain exécutif aura un dossier qui sera prêt, qui devra décider si oui ou non il décide de réaménager la dette, de l'allonger un peu et de faire en sorte qu'on ait plus de capacité à pouvoir dépenser et à faire les travaux nécessaires dans notre ville. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Donc ensuite vous avez page 15, la même chose mais avec quelle banque nous a prêté, hein, ça c'est assez simple. Les prêteurs sont Caisse d'épargne, Caisse des dépôts et consignations, Crédit Agricole, la Banque Postale et la SCI Paris-Vélizy, c'est-à-dire le Crédit Foncier de France, qui nous a fait une proposition. Ensuite, vous avez l'histogramme de la dette. Donc vous voyez, c'est là où vous aurez en 2026 moins 125 000 euros et en 2027 moins 172 000 euros, puis ça descend un petit peu. Mais il faudra rajouter quand même mon baume sur le sujet. Ce qui fait qu'en page 17, nous sommes aujourd'hui sur la période de désendettement. C'est un chiffre qui a souvent fait parler dans ce conseil municipal depuis longtemps. Donc depuis peu, parce que nous avons une épargne brute qui est aujourd'hui devenue raisonnable. J'ai toujours dit dans cette instance qu'il nous fallait entre 1,5 million et 1,8 million d'épargne brute. En 2024, nous avions 1 746 000 euros. En 2025, nous avons 1 535 000 euros. Donc nous sommes dans la bonne fourchette, ce qui nous permet, au regard de l'encours de la dette qui commence à diminuer, avoir une période de désendettement à 6,86 années, ce qui, cette fois-ci, n'est plus à surveiller, mais considéré comme plutôt bonne. Encore une fois, j'ai un bémol avec mon baume qui viendra s'ajouter, donc ça vous devrez être attentif à ce sujet-là, mais aujourd'hui, quand on regarde cette page 17 et les histogrammes qui la représentent, eh bien on voit que la collectivité a réussi à faire en sorte d'avoir des chiffres qui, en période de désendettement, sont bien meilleurs. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la ville. Sur la page suivante, nous avons l'encours de la dette par habitant. Donc pour Beaufort, nous sommes à 1 515 005 centimes par habitant. Qu'est-ce que j'ai dit ? 1 million. C'était beaucoup trop. Merci de suivre. 1515 euros à 0,5, ce qui est déjà beaucoup. Pour la strate, les mêmes communes de même strate pour l'année 2024. C'est 763,005 €. Vous voyez que c'est du simple au double, hein, tout simplement. Hein. C'est toujours le même chiffre, hein, c'est toujours cette dichotomie entre l'investissement massif qui a été réalisé, qui est en train de... il faudra encore un mandat hein, pour que cette surplus d'emprunt soit digéré par notre collectivité. Voilà les chiffres tels qu'ils existent aujourd'hui. Alors ensuite, nous avons page 21, les dépenses de fonctionnement. Alors on va maintenant rentrer dans les données financières de l'année 2025. Donc nous avons dépensé en charge de personnel 4 447 000,81 euros. En fonctionnement 4 057 000 euros.
Donc vous avez l'histogramme sur les années 2020 à 2025. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 années de comparaison. Donc vous voyez qu'on continue à faire grimper le plus raisonnablement possible les dépenses et de personnel. Les dépenses de personnel ont été contenues, hein, puisqu'on a fait, plus 103 000 € en dépenses de personnel, ce qui fait une augmentation de 2,37%. Je lisais le rapport de la communauté de communes cet après-midi et j'ai vu que l'augmentation était de 2,2% sur les charges de personnel. Vous voyez qu'on est aligné, je ne le savais pas, mais je l'ai appris cet après-midi. Ça correspond aux augmentations, on le reverra un peu plus tard, hein, dans le document, un certain nombre d'augmentations notamment, mais aussi et surtout à une gestion rigoureuse des deniers publics. Et je remercie ici de nouveau les conseillers municipaux, les adjoints, parce qu'ils suivent avec attention la politique que nous menons sur ce point-là, même si ce n'est pas facile. On aimerait avoir plus d'agents pour travailler, mais il faut choisir la rigueur de ce maintien d'enveloppe, de façon à pouvoir avoir un budget équilibré. Les dépenses de fonctionnement sont passées de 3 755 000 à 4 057 000 €. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet-là. Alors, ensuite, vous avez page 22, les mêmes chiffres, mais en comparant avec les communes de même taille. En 2020, notre commune dépensait 978 €, les autres communes 913 €. Et en 2025, on a dépensé 1 322 € pour 1 110 € pour la même strate. Alors, il faut qu'on soit prudent, parce qu'en 2025, il y a eu un événement important qui est arrivé, c'est la gestion de Pharéo. Donc on a des recettes supplémentaires dans le budget, mais aussi des dépenses supplémentaires dans le budget qui n'étaient pas dans ces lignes budgétaires. Et donc ça change un peu le périmètre. Donc on a augmenté les dépenses, bien sûr, hein, mais c'est les dépenses et recettes de Pharéo. Et puis quand on compare avec les autres, il faut se comparer. Alors c'est difficile parce que certains travaillent en régie avec des organismes. Par exemple, l'enfant jeunesse peut se faire en régie. Toile de Graine sera externalisé. Hein, donc ça sera, les chiffres qu'on aura en 2026 ne seront pas les mêmes. Toile de Graine, depuis le 1er janvier, est devenu associatif. Donc les sommes du personnel ne seront pas les mêmes, hein, puisqu'il y aura moins de personnel. Par contre, on dépensera de l'argent autrement. Hein, mais comptablement, il faudra regarder, il faudra être attentif quand on comparera les chiffres, à faire en sorte de bien comparer ce qui est comparable. Hein, voilà. Alors sur la masse salariale, page 24, donc je vous l'ai dit, hein, on a dépensé 4 345 000 en 2024 et on a dépensé 4 448 000 en 2025. Voilà. Ce qui représente 45% du budget total de fonctionnement. Oui, monsieur Belmont. C'est juste sur la slide Oui. précédente concernant justement l'augmentation. Donc on s'était posé cette question puisqu'on voit bien que ça augmente de 35% sur Oui. Beaufort et 21% seulement sur les autres communes. Donc vous précisez que c'est Pharéo qui essentiellement explique... En partie, oui, en partie. Voilà, Oui. et on est bien sur le fonctionnement et pas forcément sur la masse salariale, puisqu'on voit que la masse salariale n'augmente pas de la même façon. Absolument. Donc c'est bien plutôt sur le fonctionnement Oui. de Pharéo, et éventuellement sur l'enfant jeunesse, c'est ce que vous précisez également, par rapport à l'entente. Essentiellement, c'est Pharéo. D'accord. En recettes et en dépenses. Hein, parce qu'on a des recettes et toutes les entrées qui passaient directement chez notre prestataire Recrea arrivent désormais en 2025 dans notre comptabilité. Donc ça augmente forcément les recettes. De la même façon, les dépenses qui étaient gérées par Recrea viennent augmenter également ce périmètre-là. Hein, comptable, j'entends. Hein. Donc on verra bien pour les recettes peut-être tout à l'heure Oui. concernant Pharéo, mais Oui. là les dépenses, c'est bien... Oui. important de préciser. C'est pas le même périmètre, tout simplement. Voilà.
Merci. Ce qui ne veut pas dire que c'est la totalité, hein, parce qu'on a pu décider de dépenser un peu plus pour entretenir, faire des choses dans le budget en respectant l'équilibre pour obtenir entre 1,5 million et 1,6 million d'épargne brute pour pouvoir payer la dette et pouvoir dégager un résultat pour pouvoir investir. Hein, ça a toujours été la logique qui est la nôtre. Essayer d'avoir une politique ambitieuse, avec un tout petit A, ambitieuse mais aussi raisonnable, raisonnée, de façon à pouvoir, merci, raisonnable et raisonnée, de façon à pouvoir obtenir une épargne brute qui nous permette de rembourser nos emprunts et d'avoir de l'argent pour investir en 2020, l'année suivante, en 2026. Hein, voilà. Je vous en prie. Alors ensuite, j'ai fait rajouter en page 25 un document qu'on ne mettait pas précédemment. Et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas. C'est ce qu'on appelle l'incompressibilité des charges. C'est un taux qui est calculé, alors vous avez toute la nomenclature, vous la lirez tranquillement, qui permet de regarder quelle est pour chaque collectivité les sommes qui sont incontournables et qu'on ne peut pas, sur lesquelles on ne peut pas avoir d'action, puisqu'ils sont incompressibles. Donc on voit bien que il y a les indemnités des élus, les cotisations obligatoires aux établissements publics, la masse salariale, les charges financières, tout ça c'est obligatoire. Hein, si je devais payer que ça, ça serait que ça. On pourrait ne plus du tout dépenser d'argent pour l'informatique, pour remplacer des ampoules, pour faire remplacer les trous dans les murs. On pourrait, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, mais pour le reste, c'est obligatoire de rembourser ça. Et donc ça nous donne un chiffre, et on dit que la strate nationale c'est 65,37, nous, à la mairie de Beaufort, c'est 54,32, donc c'est un chiffre qui s'améliore. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le mettre, c'est pour montrer que les travaux que nous menons collectivement sont en train de porter leurs fruits, que les recettes grandissent et que comme on gère bien notamment la partie salariale, eh ben ce taux d'incompressibilité s'améliore légèrement. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Amélie Ménard. Oui, une petite remarque quand même sur les dépenses de fonctionnement. Tout n'est pas imputé à Pharéo, il me semble, parce que quand on constate l'évolution de la masse salariale, page donc 24, on constate bien que entre 2024 et 2025, quand on regarde le petit histogramme orange, il y a bien une augmentation quasiment de 100 000 euros en dépenses de masse salariale. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qu'on retrouve quasiment, donc voilà, c'est pas forcément Pharéo qui vient augmenter les dépenses de fonctionnement essentiellement. Voilà, c'était juste pour préciser. Merci. Alors ensuite, sur les données financières, donc vous avez page 26, cette fois-ci le détail des dépenses. Donc on retrouve le compte 011, les charges à caractère général, les charges de personnel, les atténuations de produits, les autres charges de produits de gestion courante, les charges exceptionnelles, les dotations aux provisions, et ce qui nous donne la somme totale de 9 813 378,53 €. C'est la somme qu'on a dépensée cette année. Donc par rapport aux 9 165 000 €, vous voyez que là-dedans, vous avez Pharéo, notamment, qui vient augmenter le volume. Mais pas que. Donc vous avez effectivement 102, 103 000 € de plus de charges de personnel, et vous avez en réalité, charges à caractère général, 4 057 pour 3 755 000 € l'année d'avant. Donc vous avez ici 250 000 € supplémentaires de frais qui ont été dépensés. Voilà l'explication. Ce qui fait une dépense, on a augmenté de 7,07%. Sur les charges financières, ils ont augmenté légèrement, vous avez pu le voir. Donc c'est en partie sur les prêts de la gendarmerie qui avaient baissé, qui ont remonté un petit peu. Donc on a un peu d'augmentation de charges financières.
Et donc, on vous propose, page suivante, un budget pour 2026. Un budget pour 2026 qui, alors, cette fois-ci, sera légèrement différent. Vous allez voir là, tout de suite, vous voyez hein, que ce n'est pas du tout les mêmes sommes, puisque les dépenses de fonctionnement prennent en compte la sortie des dépenses de fonctionnement propres aux structures, cette fois-ci, de Pharéo et de Toile de Graine. Toile de Graine qui vient de partir. Pharéo. L'équilibre des budgets est assuré par une participation de la commune de 719 900 € et la couverture de l'emprunt. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 2026, en charge de personnel, on met 4 302 000 €. Donc dedans, on n'aura plus Toile de Graine. Donc ça change de périmètre. On met moins de dépenses de charges à caractère général. Alors, le BP, il sera présenté la fois prochaine. Le budget sera voté au prochain conseil municipal. Il est en train de se construire. Là, c'est un budget prévisionnel, donc on est en train de construire le budget. Et on aura à voter un budget avec des chiffres qui est encore en construction. Demain après-midi, nous avons une réunion de travail à 14 h avec Madame Gilles et puis moi et les comptables et notre partenaire avec lequel nous travaillons pour compléter de façon quasi définitive le budget 2026. Et donc nous aurons des dépenses pour un montant de 8 588 800 € au lieu de 9 813 000 € en 2025. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on fait moins d'économies, c'est parce que le changement de périmètre est différent. Sur les recettes maintenant. Alors si on a plus de dépenses, on a aussi plus de recettes, avec les mêmes causes produisant les mêmes effets. Nous avons en 2025 11 600 000 € de recettes au lieu de 10 940 000 € en 2024. Ces recettes, vous les avez page 29 sous la forme d'un histogramme, hein, et on voit que par rapport aux autres communes, on a un petit peu plus de recettes. Mais c'est normal puisque le périmètre a changé, c'est Pharéo qui vient augmenter, on voit bien, hein, on était à 1 353 000, on passe à 1 575 000, les autres communes étaient à 1 353 000, on passe à 1 575 000. Et si vous l'avez ensuite en détail, sur 2025, donc nous avons eu des ventes plus importantes en produits de services, donc 1 480 000 au lieu d'1 114 000 l'année précédente. Les impôts et taxes, c'est à peu près la même somme. La fiscalité locale, même chose. Les subventions, pareil. Nous avons eu des produits exceptionnels avec des ventes. On a fait quelques ventes cette année. On a 258 000 € de ventes, donc ce qui vient améliorer les résultats et expliquer aussi le bon résultat. Donc la stratégie foncière que nous menons également depuis quelques années, là aussi porte ses fruits, et ce qui nous permet de passer la mauvaise passe dans laquelle on est aujourd'hui. Et les recettes augmentent de 6,05%. Et je vous rappelle que tout à l'heure, les dépenses, elles, étaient de l'ordre de 7,07. Donc il y a un point d'écart entre les recettes et les dépenses. Alors ça, c'est pas un bon chiffre. Il faudrait que ça soit, pour bien faire, soit équilibré, soit que les recettes soient un peu plus importantes. Hein. Alors je vous rappelle aussi que l'année dernière, nous avons eu des résultats améliorés parce qu'on avait un problème de recettes. Alors, ce n'était pas nous le problème, c'était l'État qui avait mal calculé la taxe d'habitation et qu'il a fallu redonner de l'argent cette année. Donc, ça vient forcément un peu diminuer les recettes. Bon, bref, ça perturbe un peu les choses. J'ai envoyé... la collectivité des maires se plaint auprès de l'État de cet état de fait, car ça bouscule un peu les comptes et ça complique un peu les choses, pour tout vous dire. Mais bon, ça y est, c'est passé. On va espérer que cette année, les chiffres aient été bons et qu'on aura des chiffres stabilisés le plus rapidement possible. Voilà. Et en tous les cas, on est obligé de s'adapter.
Et pour 2026, page suivante, hein, la page 30 bis, là, vous avez un budget avec des recettes à hauteur de 9 540 000 euros 400, au lieu de 11 604 000 euros 199. Voilà. Alors là, on est prudent. Hein, un budget, c'est prévisionnel, c'est prudent, c'est sincère, comme on l'a fait depuis tout le temps. Donc, moi, j'imagine que les recettes seront plus compliquées à venir. Si je me trompe, tant mieux. Ça veut dire qu'on aura plus de recettes et donc on aura plus de résultats. On pourra faire davantage de travaux et entretenir notre ville pour les habitants de Beaufort. Ça sera très bien comme ça. Ensuite, vous avez un certain nombre de chiffres, page 32, 33, 34, 35. Vous avez des chiffres, 36. Vous avez tous les chiffres sur Phareo, étoile de graine, de façon à ce que, comme je l'avais fait l'année précédente, pour que ça soit inscrit dans le marbre et que quand on regardera les budgets dans les années futures, on ne puisse pas dire bah, c'est bizarre, il y avait des changements, tout est inscrit dans le budget, dans le DOB, ainsi vous avez tous les éléments. Alors, on arrive bientôt à cette fameuse page 38. Ah, Monsieur Belmont, pardon. Oui, c'est un éclaircissement par rapport à la page 32, justement. Ouais. Et donc, concernant le compte Phareo, et on voit bien qu'il y a une lisibilité vraiment très intéressante, c'est par rapport au chiffre qui est justement un peu surligné en rose. On voit qu'il y a la participation de la commune de 614 600. Est-ce que vous pouvez expliciter à quoi ça correspond, du coup? Amélie. Page 32. C'est page 32 ou page 34, Thierry? Là, on est sur la page 32. Alors, quelle ligne? À la ligne 73, impôts et taxes. Ensuite, on a 747, participation de la commune. Et la commune, donc, verse 14 600. 614 600 euros. Pour 2026. Non, budget Non, 2025. 2026, pardon, oui, oui. Donc, ça, Oui, puisque les années précédentes, il y a 0. Et là, on est sur... ça correspond à votre demande, mais que j'ai partagée. C'est d'avoir un budget annexe pour la collectivité. Donc on a imaginé, pour pouvoir faire un budget, on a reconstitué comme si on avait déjà un budget, ce qui n'est absolument pas le cas, hein, en 2025 de Phareo. Hein, c'est toute la ligne CA provisoire 2025. C'est un budget fictif, ce résultat. Et donc, en 2025, on a imaginé, en 2026, il y aura un budget qui sera présenté en mars 2027, dans lequel il y aura une participation de la commune pour pouvoir faire en sorte que le budget ait du sens. Un peu comme on l'a fait pour l'auberge de G. Il faut bien qu'on l'abonde, ce budget. C'est comptable, hein, c'est uniquement comptable. Hein. Donc c'est une subvention qu'on met à l'intérieur, enfin c'est une subvention, c'est une somme qu'on met pour pouvoir que le budget existe. Sinon, on n'arriverait pas à faire de budget. Hein. C'est uniquement comptable. Oui, c'est uniquement comptable, mais c'est pour montrer, enfin, ça valorise la somme que la commune abonde, mais depuis plusieurs années, c'est pas la question. Du coup, là, ça apparaît clairement que la piscine, pardon. C'est ce qu'on voulait. Voilà. C'est ce qu'on voulait collectivement, c'est avoir un budget pour savoir combien coûte la piscine, dans quoi on le dépense, l'investissement, le fonctionnement, un certain nombre de choses. Eh ben, on aura. C'est pour ça que les chiffres sont en toute transparence écrits là, hein, parce que en fait le CA provisoire n'existe pas. Ça n'existe pas un CA provisoire tel qu'il est écrit comme ça, mais on a voulu le mettre ici parce qu'il nous fallait une base. Hein, donc comme je suis assez transparent dans ce que je fais, j'ai souhaité qu'il apparaisse. Voilà. Hein, donc ça répond à votre question. Hein, ça marche. Merci. Alors page 38. Page 38, c'est ce qu'on appelle la formation de l'épargne. Alors, je vous rappelle qu'un budget de fonctionnement, c'est assez simple. C'est comme un budget
pour soit nos retraites, soit nos salaires. Vous avez des recettes, vous avez des dépenses. Donc les recettes, c'était pour 2025 11 348 000 euros. C'est la totalité des recettes. Les dépenses, on a dépensé 9 496 000 euros. Donc l'épargne de gestion, c'était 1 851 000 euros. On a payé les intérêts de la dette, les produits financiers, un peu plus de 317 000 euros. Et donc l'épargne brute, c'est la somme qu'il nous faut pour payer le capital de l'emprunt. C'est 1 535 393. Je rappelle, une dernière fois, je le redirai peut-être encore au prochain conseil, mais après ça sera terminé, qu'il nous faut pour notre commune entre 1,5 million et 1,8 million ou plus, mais ça sera déjà bien d'épargne brute tous les ans pour payer le capital et les intérêts de notre dette. Et puis ensuite on rembourse le capital. Et donc cette année on a une épargne de 358 360,50. Donc ça c'est ce qui nous reste après avoir pris toutes les recettes, dépensé de l'argent. Il nous reste 358 000 euros qui vont venir abonder la trésorerie, qui serviront à faire de l'investissement, notamment pour 2026. Et je vous en parlerai un petit peu plus tard après. Voilà. Donc merci aux adjoints, merci au conseil municipal. On a beaucoup travaillé, on a fait, je crois, 5 ou 6 commissions finances tout au long de l'année. Merci à Isabelle Gilles qui pilote avec moi cette partie financière, en l'absence du directeur financier. Et puis merci aux dames qui travaillent à service comptabilité, parce que c'est un travail important et précieux. Merci beaucoup. Voilà. Donc pour 2026, on a imaginé pouvoir obtenir un résultat de près de 300 000 euros, 292 600 euros. Donc ça sera à ajuster. Dès demain, on travaille sur le sujet. Puis on a rajouté un slide également sur une page, sur la page 40, sur l'évolution de la solvabilité de la commune. Il faut que cette solvabilité elle soit supérieure à 15, pour bien faire 15%. Et donc cette année, nous sommes à 16,05%. Donc on est dans des ratios qui conviennent. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Notre fonds de trésorerie aujourd'hui, alors il est de 97 jours. Je vous rappelle qu'en 2023, nous étions à 17 jours. Donc ça, personne ne l'a oublié. Donc nous sommes aujourd'hui à 97 jours. Et donc nous avons un 2 500 000 euros, 924,56 de trésorerie et un fonds de roulement de 1 952 000 euros. Donc là-dessus, 97 jours, c'est quelque chose d'intéressant. Je vous rappelle que entre plus de 60 jours, c'est le minimum, mais entre 60 et 90, ça devient bon. Donc 97, on est au-delà. Donc ça veut dire que le prochain exécutif aura des capacités à utiliser un peu de fonds de trésorerie, pas tout, il faudra faire attention à ne pas descendre à des chiffres déraisonnables, mais le prochain exécutif pourra décider de prendre dans les fonds de trésorerie pour financer tel ou tel projet, investir, faire des routes, décider de faire le cinéma, l'école, décider de ce qu'il voudra. Donc vous avez aujourd'hui une collectivité qui a retrouvé une trésorerie. Elle en avait bien besoin. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on ne fait plus d'emprunts, plus de lignes de trésorerie. Les banquiers, tous les ans, me sollicitent pour me demander si je veux une ligne de trésorerie. Je dis non. Peut-être qu'on en aura besoin. D'ailleurs, c'est pas inutile de faire une ligne de trésorerie. C'est pas parce qu'on n'en a pas fait que c'est bien. C'est parce qu'on n'en avait pas besoin. Faire une ligne de trésorerie, ça veut dire qu'on a une rentrée d'argent qui arrivait. Donc, comme on n'en avait pas, on n'avait pas besoin de faire de ligne de trésorerie, en vérité. Et donc, ça nous a évité de payer des frais financiers de mise en place de lignes pour rien, tout simplement. Donc, voilà. Donc, il y a une ouverture aujourd'hui avec cette trésorerie qui est retrouvée pour utiliser les choses.
Jean-Michel? Non? À 21,66. Oui, Hein? absolument. Oh, mais c'est vrai, c'est Mais- formidable. On mais- va t'envoyer à Bercy, Rémi. On va... je sais où je vais finir ces quelques prochaines années. Ça sera plus du côté de mon jardin qu'à Bercy, Claudette. Non, les chiffres en 2021, ils sont dans un périmètre différent. Toujours. Hein? D'ailleurs, la Chambre régionale des comptes l'a bien souligné. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Enfin, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la collectivité est repartie sur de bonnes bases. Donc moi, je vous regarde tous dans les yeux. Soit ceux qui vont repartir, ceux qui seront élus, et les Beaufortais, ils iront qui ils voudront. Enfin, franchement, c'est extrêmement intéressant de pouvoir voter et décider pour sa collectivité. Eh ben, ceux qui seront à cette place-là dans les mois qui viennent pourront retravailler sur des bases solides. Voilà ce que je dis, simplement. Alors ensuite, nous avons, page 45, le programme d'investissement, dépenses et recettes pour 2026. Alors ça, c'est un projet. Encore une fois, on votera le budget début mars. Les investissements qu'on va vous proposer, ils sont démontables à partir du moment où on n'a pas engagé les dépenses. C'est-à-dire que si on engage les dépenses après avoir voté le budget, c'est-à-dire si on vote le budget et puis qu'on signe tout dans la semaine qui suit, ben, ça engagera la collectivité. Ce n'est pas du tout l'objectif de la commune, bien au contraire, de cet exécutif en tous les cas. Donc le prochain exécutif pourra décider, en toute conscience, de faire soit une décision modificative, soit un budget spécial pour réécrire les investissements 2026. Nous, ce qu'on a souhaité, c'est mettre les montants qui nous semblent utiles pour la collectivité. Donc on votera ce budget, ou pas, mais j'espère qu'on le votera. Et ensuite, le nouvel exécutif, celui qui prendra la main, décidera que tel ou tel projet, il n'est pas utile. Tel et tel projet, on va le retarder. Je mets une priorité sur un projet que n'y avait pas ici, je le mets là. Chacun décidera en son âme et conscience ce qu'il voudra faire. Donc on a mis le budget prévisionnel de dépenses, et puis en face, on a mis les recettes attendues, c'est-à-dire les subventions qu'on pourra avoir. Donc on a mis, je ne sais pas si je vais tous les lister, mais on a mis des choses comme les travaux de la chapelle de l'Hôtel-Dieu, par exemple. On a mis 35 000 € parce qu'on a besoin de démarrer. On va en parler un peu plus tard dans le conseil municipal. Vous avez, il y a un projet que Amélie Ménard va nous présenter. Donc le monde personne sur lequel on avait déjà statué. On a mis la ZAC de Montbaume Alter. Les 95 000 € sont en investissement. Alors, j'ai dit au bureau municipal l'autre jour, non, c'est pas de l'investissement. En fait, comptablement, c'est de l'investissement. Bon, donc, ils sont ici. Mais donc, ça voudra dire que tous les ans, vous aurez de l'investissement à mettre ici dans Montbaume. Donc, 95 000 en 2026, 95 000 en 2027, puis près de 300 000 € en 2028, et pendant 13 ans comme ça. Donc, il faudra là également prévoir un peu d'argent pour l'investissement, soit ici. Il faudra donc toujours avoir un peu d'argent pour l'investissement ici. Ensuite, on a mis un peu d'argent pour aménager l'ancienne école de G. On a un problème pour les remplacements des dispositifs Baudet, donc sur les bâtiments. Bâtiments, c'est comme ça qu'on dit, oui. Les bâtiments, les badges vont devenir obsolètes, donc on est obligé de changer tous les badges. Donc il faut mettre de l'argent. On a des travaux pour les écoles, pour faire des bacs de rétention. On a des travaux pour les mises en conformité de coffrets électriques. On a un petit peu d'aménagement. On a l'aménagement d'un jardin intergénérationnel avec toile de graines. On complétera, vous aurez la subvention qui sera en face. Pour l'instant, on ne l'a pas mis, mais normalement, ça devrait être à 100% de subvention. Donc, on mettra la somme dans le document budgétaire. Vous aurez une somme en face
qui donnera dépenses mais aussi recettes. L'embellissement du rond-point de la Loire, il y a un projet sur ce sujet-là. On va renouveler des buts de foot, on va renouveler un peu d'accessoires pour les services techniques. On a rajouté, comme les autres années, les quai-bus, le carrefour de la rue du Pavé, l'installation des 4 bornes IRVE qui était déjà dans le budget précédent, qu'on n'a pas fait mais qu'on va faire. Et puis un certain nombre de choses, des diagnostics pour les cimetières, les reprises de concessions par exemple, les cavurnes comme on fait tous les ans, un petit peu d'informatique également, et puis des travaux pour Faréo, pour changer, pour ceux qui vont à la piscine, à côté de l'espace enfant, il y a un espèce de rocher là. Dans l'espace enfant, le rocher il est en train de s'effriter, donc c'est pas agréable pour les enfants, c'est un peu dangereux. Donc on va décider d'enlever ce rocher pour en faire quelque chose de plus simple et de plus pratique. Je regarde Amélie, si je me trompe dans les mots, n'hésite pas à le dire, Amélie. Hein, voilà. Donc le plan pluriannuel, donc, pour la période 2026-2032 a été formalisé en juin 2025. Le PPI sera actualisé, sera présenté au prochain conseil municipal. Donc sur 5 axes prioritaires, l'aménagement du quartier Montbaume, donc ça on en a parlé lourdement, la transition énergétique, donc on a sur la conversion de l'éclairage public, les LED, le remplacement du chauffage au fioul et l'amélioration thermique des bâtiments communaux, c'est sur lequel on travaille. Le développement des mobilités douces, donc la fameuse liaison cyclable entre Beaufort et la Ménitrée, qui n'est pas démarrée. Je vous rappelle que c'est la Ménitrée qui pilote le dossier. Je regarde Alain, c'est toujours ça, hein, je crois, hein, c'est toujours ça. Devrait être le pilote, oui. Qui devrait être le pilote et qui. Maîtrise d'ouvrage. Voilà. Avec la Ménitrée. Donc ils sont en train de travailler dessus, donc ça devrait déboucher. Donc on maintient des budgets là-dessus, hein, parce que quand ça va déboucher, il faudra qu'on soit prêt. La préservation du patrimoine historique, et donc les travaux de sécurisation et la restauration de l'église Notre-Dame et de l'Hôtel-Dieu. Donc ce soir, on va parler de l'Hôtel-Dieu dans une délibération. Et puis le maintien en état des équipements structurants. Donc ça comprend le centre aquatique Faréo, la médiathèque, la mise aux normes en matière d'accessibilité des bâtiments et des voiries. Voilà. Donc on a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut travailler et avancer. Pas de questions? La CLECT, page 48, c'est le même montant, dont Faréo, puisqu'on touche 841 735 € pour Faréo sur le sujet. À noter qu'en 2027, nous aurons terminé de payer la poissonnière. Donc il y a 65 000 € qui reviendra en plus de cette somme-là en 2027. Donc en 2027, on n'aura pas 1 386 000, mais on aura 1 451 000, si je ne me suis pas trompé de calcul de tête. Pour le CCAS, on a payé en 2025 59 000 € de budget. C'est la même chose pour le CCAS, un peu comme pour Faréo tout à l'heure, pour répondre à... Hein. On a fait un focus, page 50 sur les subventions. Donc on a fait 160 000 € de subventions restauration scolaire, repas solidaires et France Service, 160 000,77 €. Donc on a eu davantage de subventions, 91 000 € de subventions. Je vous rappelle que c'était un des points faibles de la collectivité, c'est qu'on n'avait pas cherché assez de subventions. Donc là, on a amélioré notre compteur en 2025. Même chose avec la caisse d'allocation familiale, on a eu 150 000 € supplémentaires. On a eu un petit peu moins, on a eu 11 000 € de moins sur la participation de communes et intercommunales et 28 000 € en autres. Voilà. Donc au final, on a récupéré des subventions, comme c'est bien normal. Il faut que nous continuions à aller chercher des subventions qui vont bien.
La page 51, c'est la page la plus compliquée pour moi et pour vous sans doute. C'est l'affectation des résultats. Alors, on a changé un peu la façon de présenter, mais c'est toujours un peu compliqué. Le prévisionnel donc, fait apparaître un résultat positif 2025, consolidé par des réserves non mobilisées. Donc la commune présente un besoin de financement cumulé de 768 139 euros, auquel il faut ajouter le solde des restes à réaliser, pour 9 610,18 euros. Voilà. Donc le résultat affecté sera de 977 364,06 et les réserves seront de 1 774 354,59. C'est ce que nous voterons. C'est ce que nous voterons en premier. C'est peut-être même là où Monsieur le maire nous quitte, je pense. Hein. C'est bien ça. Hein. Et on lui demandera de quitter la salle et on votera, si vous en êtes d'accord, ces sommes-là. Voilà. En conclusion, le présent rapport d'orientation budgétaire met en évidence la capacité de la commune de Beaufort-en-Anjou à maintenir cet équilibre financier dans un contexte économique et réglementaire contraint. La situation financière est la suivante, une épargne brute de 1 535 000 euros, une capacité de désendettement de 6,86 années, en partie due à la réintégration de l'emprunt de la gendarmerie en 2024, un résultat de fonctionnement prévisionnel 2025 de 977 000 euros, consolidé par des réserves de 1,7 million. Le solde d'investissement de moins 768 000 euros peut être comblé par le résultat dégagé. Donc ça, c'est ce que je viens de vous présenter à l'instant. Ces indicateurs traduisent une trajectoire financière désormais stabilisée. Des contraintes structurelles à anticiper. Plusieurs facteurs de vigilance doivent être soulignés. Une pression inflationniste durable sur les charges de fonctionnement, notamment l'énergie et la masse salariale. Le gel de la DGF et de la réduction progressive des compensations figées. Le recentrage du FCTVA sur les dépenses d'investissement générant une perte de trésorerie à anticiper. Des dettes à recouvrer qui diminueront à court terme, la trésorerie, qualifiée de bonne, permettant de couvrir 97 jours de charges réelles sans encaissement de recettes. Des perspectives d'investissement que j'ai notées comme soutenues, même si ce n'est pas beaucoup. Le PPI 2026-2032 s'inscrit dans la continuité des réalisations accomplies en privilégiant l'aménagement du quartier Montbaume, la transition énergétique, le développement des mobilités douces, la préservation du patrimoine historique, le maintien en état des équipements structurants. Le financement de ces opérations reposera sur un équilibre entre autofinancement, subventions et recours mesurés à l'emprunt dans la dernière partie de l'année 2020 du mandat, dans le respect de la soutenabilité de la dette. Au regard de ces éléments, l'objectif 2026 sera conduit à l'euro constant. Voilà. Donc on devra... Alors il nous reste à regarder maintenant le budget annexe de le communal de G. L'année prochaine, à la même époque, la personne qui sera à ma place... Il faut que je boive un verre? Oui, je vais boire un verre. Merci Marie-Bonne. Devra parler du contexte du budget annexe de G, mais aussi, cette fois-ci, du budget annexe de Faréo. Hein, d'où les éléments tout à l'heure. Donc, rien de spécifique pour l'auberge de G, puisqu'il n'y a pas eu de travaux réalisés, et il n'y a pas eu d'investissement, pas de dépenses prévisionnelles. Donc, les chiffres sont les mêmes en fonctionnement. Donc le CA, on a dépensé un tout petit peu moins en charge de caractère général, 1 910 euros au lieu de 2211 euros. Les opérations de transfert sont les mêmes. Et puis sur les recettes, on a eu des recettes, c'est-à-dire 9 027 euros, c'est les loyers. Voilà. Et donc, ça nous fait un résultat de 18 200 euros. Donc ça, c'est une... Là aussi, la prochaine personne qui devra
regardé, BNJ Engineering m'a proposé de faire un transfert d'argent de ce budget annexe vers le compte principal. J'ai souhaité ne pas le faire cette année pour ne pas changer les habitudes, mais il faudra sans doute le réaliser l'année prochaine, ce qui ne change rien puisque c'est le même budget. Enfin, l'enveloppe est différente, bien sûr, mais on pourrait aller chercher 18 000 € pour abonder le budget principal, mais ce n'est pas l'objet de la soirée. Voilà ce que je peux vous dire sur le débat d'orientation budgétaire 2025-2026. Est-ce qu'il y a des questions, des observations, des précisions? Je rappelle qu'on acte le débat. Tout était clair? Bien. Merci Rémi pour cette présentation qui se montre donc bien comprise des conseillers. Okay. On va passer au point suivant, qui sont les garanties d'emprunt pour Alter Public. Monsieur Seyé. Pour financer l'opération d'aménagement du quartier Montbaume, Alter Public a contracté auprès d'Arkea Bank un prêt d'un montant d'1 150 000 €, correspondant à 50% du financement nécessaire. Alter Public prévoit donc de contracter un second emprunt auprès de la Banque Postale d'un montant de 1 150 000 € afin de financer en totalité l'opération. Pour rappel, la commune de Beaufort-en-Anjou a souhaité qu'un îlot soit réservé pour la construction d'un nouveau groupe scolaire sur le site d'aménagement de Montbaume. Un îlot de 6 205 m² est donc dédié à la construction de ce nouveau groupe scolaire. Le programme prévoit la réalisation d'environ 127 logements, dont 26 logements dédiés au locatif social dans le cadre de la mixité des formes urbaines et mixité sociale, conformément aux objectifs des documents d'urbanisme en vigueur. Alter Public demande à la collectivité d'être garant de ce prêt à hauteur de 80%. Le montant de l'emprunt d'Alter Public s'élève à 1 150 000 €. Les caractéristiques de l'emprunt telles que la durée, le taux, les échéances sont les suivantes. Montant emprunté 1 150 000 € d'une durée de 10 ans avec un taux de 4,02% avec une périodicité des échéances trimestrielles. Vous trouverez également 6 juin le projet du contrat de prêt de la Banque Postale. La garantie de la commune de Beaufort-en-Anjou est sollicitée par Alter Public à hauteur de 80%. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pas la première fois qu'on fait ce genre d'emprunt, enfin de garantie d'emprunt. C'est assez classique pour ces sociétés-là, comme pour l'habitat social, etc. Donc c'est à hauteur de 80%, hein, c'est ça? d'1 150 000. Juste le taux, hein, c'est 4,02. Ouais, il est où hein? C'est un taux fixe. Oui, monsieur Delmont. Oui, donc c'était juste une remarque puisque c'est noté dans la délibération pour repréciser qu'on avait également mis une réserve sur le fait de garder un îlot pour la construction de l'école. Ça nous semblait pas forcément judicieux de perdre autant de surface à la vente puisque ça fait un manque à gagner pour la commune. Voilà. Ok, merci. Je vais procéder au vote. C'est bon? Qui vote contre? Abstention? Merci. À l'unanimité, cette délibération est adoptée. Demande de subvention des CIL pour les travaux de conciliation de mise hors d'eau de la chapelle de l'Hôtel-Dieu. Madame Ménard. Oui, bonjour. Une modification avant de commencer. Je vous ai fait passer sur les tables la délibération telle qu'on la votera ce soir, si vous en êtes d'accord.
Donc c'est la Alors, version papier, non attends. pas la version numérique. Attendez, est-ce que vous êtes d'accord pour accepter cette nouvelle délibération que vous avez mise sur table? C'est des précisions qui sont apportées par rapport à celles qu'on vous avait envoyées. Sur le fond, sur l'idée et le fond, ça ne change pas, mais il y a Oui, des je vais précisions. préciser. Voilà. Je Mais peux est-ce que préciser dès maintenant si vous voulez. C'est en fait sur le montant qu'on demande à la DRAC. Dans la nouvelle délibération, on ne limite pas à 40%, on demande au maximum. Ça peut nous permettre une ouverture à 50%. Voilà. Dans la précédente délibération, on se fermait à 40%. Donc c'est pour ça qu'on a changé la délibération. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre cette délibération remise sur table? Oui? Ok, c'est bon. Alors on y va. Depuis 1983, la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, alerte la commune sur la nécessaire sécurisation de la chapelle de l'Hôtel-Dieu, impliquant tout d'abord des travaux de consolidation et de mise hors d'eau. Dans un second temps, des travaux de restauration du bâtiment et du mobilier pourront être envisagés en vue d'une ouverture au public. Je prends mon temps, n'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure parce que c'est un dossier un peu complexe. En 2023, la DRAC a renouvelé son alerte par courrier, suivie d'une réunion avec la commune. La collectivité a repris le dossier et engagé les démarches. Ainsi, en 2025, une nouvelle rencontre a eu lieu. Il a été conclu, compte tenu de l'état de péril du bâtiment, qu'il semblait plus opportun d'écarter des travaux d'urgence de sécurisation au profit de travaux plus durables, avec des reprises structurelles et une restauration de la toiture. Dans ce contexte, la DRAC a confirmé son soutien financier. La hauteur de sa participation reste encore à déterminer. Cette subvention est cumulable avec la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL. Compte tenu de l'état du péril de la chapelle de l'Hôtel-Dieu, il convient d'engager une première phase de travaux donc de consolidation et de mise hors d'eau du bâtiment et d'inscrire au budget la somme nécessaire aux travaux, soit 1 135 062 euros TTC ou 945 885 euros hors taxe. Donc ça, c'est vraiment la première partie où on fait les reprises structurelles et où on restaure la toiture. Ces travaux de consolidation et de mise hors d'eau de la chapelle de l'Hôtel-Dieu constituent la première phase du projet global d'ouverture au public du bâtiment. Compte tenu de l'estimation du montant total des travaux, plus de 2 millions d'euros en 2022, ça n'a pas été réactualisé encore. Des financements complémentaires à la subvention de la DRAC et la DSIL sont recherchés par la commune, notamment auprès de la Fondation du patrimoine. La commune a d'ailleurs déposé un dossier à la mission patrimoine en péril, la mission Berne. D'autres partenaires, région Pays de la Loire, département, etc., seront également approchés. Le préfet sera également sollicité pour que la commune soit autorisée à bénéficier d'un financement extérieur supérieur aux 80% prévus par le Code général des collectivités territoriales en cas d'imprévu. Donc en fait, il y a plusieurs choses dans cette délibération. D'abord, on vous demande d'approuver le projet de travaux de consolidation et de mise hors d'eau. D'ensuite, décider de demander pour ce projet à la DRAC un soutien financier donc le plus élevé possible, 40 à 50%. Si elle le veut plus, on sera preneur évidemment. Et on décide également de demander pour ce projet à l'État, dans le cadre de la DSIL, une sollicitation financière à hauteur de 40%. Et puis on autorise également Monsieur le maire à solliciter tout autre partenaire pour compléter ce plan de financement. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions. C'est vrai que c'est un peu complexe parce qu'il y a c'est un projet en 2 dimensions. Il y a l'urgence de la sauvegarde du bâtiment pour 1 135 000 euros. Et puis un projet à plus long terme avec ouverture au public qui lui verra le jour beaucoup plus tard et en fonction de ce qui sera décidé par l'équipe suivante. Est-ce qu'il y a des questions?
Monsieur Minot. Oui, je lis pas la demande de 50% à la DRAC. Dans le document, C'est au dos de la feuille. C'est au dos de la feuille et c'est pas écrit 50%, c'est écrit au maximum. Un soutien financier le plus élevé possible. Vous êtes d'accord pour ces demandes de subvention à la DRAC et à la DSIL? Bien. Qui vote contre? Abstention? C'est adopté à l'unanimité. Merci. On a épuisé notre ordre du jour. J'ai des informations à communiquer, notamment la minorité avait fait un recours. On en a reçu depuis le 26 janvier le recours. Alors le recours était sur la vente du garage Abélard et les autres maisons, enfin l'ensemble là, Abélard et les deux maisons à côté. Il y avait trois motifs: sur l'absence de publicité de la cession, sur un éventuel conflit d'intérêts et sur la vente à un prix inférieur à l'estimation faite par le pôle d'évaluation domaniale. Donc, je ne vais pas tout lire, hein, mais sachez que sur les 3 points, la préfecture, donc, avec le contrôle de légalité, ont étudié ces points-là, ils argumentent et ils concluent qu'en conclusion, la délibération numéro 2025-0129 du 17 novembre 2025 pour la cession de l'îlot du champ de foire ne présente pas d'irrégularité au titre du contrôle de légalité. Voilà. Si vous voulez des précisions, je peux vous donner. Ils prennent en compte, par exemple, pour le coût, le fait que la dépollution coûte 40 000 €, qui est à la charge de l'acquéreur, qui n'est pas à la charge de la mairie. Je vous rappelle qu'on le vend 127 000 €, avec une estimation de 190 000, plus ou moins 20%, je crois, quelque chose comme ça. Donc en appréciant ces éléments-là, on est correct, quoi. Sur la publicité de la cession, ils ont rappelé que ça avait commencé en 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, en octobre 2020 avait été présenté un programme immobilier de plusieurs sites, dont celui-ci, donc c'était avec Maine-et-Loire Habitat, ça. Et puis ensuite, en 2023-2024, on a essayé de travailler avec Cogedim, Goum-Edouard Denis, Bouygues Immobilier et Ruisseau Immobilier. Tout ça pour obtenir donc des gens qui auraient pu acheter et construire des logements. Donc, ils jugent que c'est bien fait, on a travaillé. Et je crois qu'ils disent que de toute façon, on pouvait le faire. La loi nous autorise à le faire. Simple. Et puis concernant le conflit d'intérêts, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Même si il s'agissait de M. Ropers qui avait participé pendant la commission au travail, sachant que M. l'acheteur était un collègue de travail. Donc il n'y a pas la préfecture, enfin le contrôle de légalité, ce n'est pas un élément à retenir pour un conflit d'intérêts, vu ce qui s'est passé en commission urbanisme, je pense. Voilà, je voulais vous tenir informé de ça. Ça datait du 26 janvier. Je vais vous le dire, parce que j'ai reçu le message quand même, concernant Madame Chausse-Pied. Donc elle a démissionné dans un premier temps de sa fonction de déléguée à l'égalité homme-femme. Et ce matin, j'ai eu un mail où mais j'en parle, mais je pense qu'elle va me le confirmer par une lettre de démission officielle. Elle va aussi démissionner du conseil municipal. Voilà. Je tenais à vous le dire, parce que la prochaine fois, on aura une autre personne qui sera introduite dans le conseil municipal. Le prochain conseil municipal, justement, c'est le 2 mars 2026 à 20h. Le 24 janvier, on a eu les vœux, il y a eu pas mal de personnes, et le CMJ a été très applaudi par ses activités, son bilan et puis son futur, enfin son projet.
pendant que nous étions aux vœux, à la cérémonie des vœux, il y avait des gens qui étaient les pieds sur la terre, à planter, 450 arbres ont été plantés, ce qu'on appelle le clapet du Grand Buzet, là, avec l'association Les Pivers de l'Othion, de la Loire. Donc 450 arbres ont été plantés, ce qui s'appelle une micro-forêt. Pour information, le jeudi 12 février de 14h à 19h, pour ceux qui m'écoutent à l'extérieur, et puis peut-être à l'intérieur aussi, il y a un forum de l'emploi au centre culturel de Beaugé-en-Anjou. Je rappelle que le 19 mars, il y a la cérémonie commémorative du 64e anniversaire du cessez-le-feu. Donc elle aura lieu à Gé et à Beaufort. À Gé à 18h, à Beaufort à 18h30. Et il y aura un d'honneur à la suite dans les Halles. Voilà. Et je rappelle à tous et à chacun que pour en reparler encore, mais il vaut mieux le rappeler, que le premier tour des élections municipales aura lieu le 15 mars. Et ça commence pareil, c'est pour ça. 15 mars, et que venez nombreux voter. Voilà. Exercez votre droit de vote. C'est bien. Voilà, je n'ai pas d'autres informations à vous communiquer. Donc, je clôt à 21h26 ce conseil municipal. Merci beaucoup.